On va traiter de manière assez rapide le sujet suivant. Le but du jeu étant de faire d'ici mercredi prochain le maximum de sujets de dissertation possible. Si jamais vous avez des thèmes que vous voulez plus particulièrement aborder, venez avec un sujet et on le traitera. Est-il raisonnable de croire euh, Conseil de méthode que je vous donne souvent, il faut très vite repérer quel est le thème principal du sujet et quelle est la notion qui va vous permettre de problématiser. Ici, le thème général du sujet, c'est la notion de... Eh non, le thème du sujet, c'est la croyance. Et on se demande s'il est raisonnable ou pas de croire. Okay. Mais le concept, effectivement, le mot à traiter, comme dirait Ibrahim, c'est raisonnable, effectivement. Alors, c'est toujours le concept qui est à l'extérieur du périmètre du programme qu'il est le plus important d'analyser avec précision parce que c'est ce qui va vous permettre de problématiser. C'est raisonnable, effectivement. Qu'est-ce que c'est que le raisonnable? Qu'est-ce que le raisonnable? Allez-y. Ouais, Orlan. Très bien. Raisonnable, c'est prudent. Donc, oui, il est nécessaire de voir très rapidement que la notion de raisonnable n'est pas la même, n'est pas la même que la notion de rationnel. Raisonnable se distingue du rationnel. Être raisonnable, c'est être prudent. Et la prudence, c'est à la fois la prévoyance, la capacité à anticiper sur des événements qui sont incertains, qui sont changeants, mobiles. Et c'est aussi une forme d'habileté. Être raisonnable, c'est être capable de s'adapter d'être modéré, de ne pas camper sur ses principes. Autrement dit, ça renvoie aussi à une forme de pragmatisme, être capable de saisir l'occasion. Ça renvoie à ce que Aristote appelle le phronimos, P-H-R-O-N-I-M-O-S, et le phronimos, c'est la qualité par excellence de l'homme politique ou de l'homme d'action. Bon, de l'homme parce que au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, il n'y avait pas grand-chose d'autre, de l'homme ou de la femme d'action, évidemment. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi c'est le concept de raisonnable qui nous permet d'entrer dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être raisonnable? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être raisonnable dans la vie? À partir de quel moment, en fait, on a besoin d'être raisonnable? Ouais. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas abuser de certaines choses comme l'alcool et la cigarette? Il y a des films de vampires où on les voit boire comme c'est pas permis, fumer comme je sais pas, comme c'est pas permis, parce que précisément c'est des comportements qui n'auront aucune conséquence sur eux. Ouais, ouais, mais le danger, qu'est-ce que c'est? Ce qui peut.
ce qui peut avoir des conséquences. Oui, non, mais c'est très bien. Mais je vous rappelle que Winston Churchill, si vous voulez, il commence la journée à 11 heures du matin au champagne, il l'a fini à 4 heures du matin au whisky. Et c'est pas une culture, le mec, il est mort à 88 ans, c'est pas une culture. Et entre-temps, il y a à peu près une dizaine de cigares. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être raisonnable? C'est que notre rapport à l'avenir est incertain. Pour le dire autrement, notre avenir est contingent. Le contingent, c'est le contraire du nécessaire pour Aristote, pour les Grecs de manière générale. C'est ce qui peut exister autrement que ça n'est. Un des exemples les plus parlants peut-être pour décrire ce que c'est que le raisonnable, c'est le rapport qu'on a à la météo. Il est raisonnable, quand on part à Londres au mois de novembre, d'emporter un manteau et un parapluie, parce qu'on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il fasse un temps pourri à Londres au mois de novembre. Mais si ça se trouve, il va faire beau. Donc, et c'est là que je veux en venir, s'il est nécessaire d'être raisonnable, c'est parce qu'on ne peut pas savoir quel sera notre avenir. En revanche, si on ne peut pas savoir, il est peut-être raisonnable de... Si on ne peut pas savoir quel sera notre avenir, il est peut-être raisonnable de croire. Exactement. Alors, je voudrais qu'on problématise à partir d'un texte que j'aime décidément beaucoup, parce que je le trouve à la fois drôle et cruel. Un texte qui est tiré de Qu'est-ce que la science ? d'Alan Chalmers. C-H-A-L-M-E-R-S. Un texte qui date de 1990 et qui est vraiment un cours sur la science. Est-ce que vous avez vu Chicken Run ? C'est un film, un film d'animation en pâte à modeler par les types qui ont fait Wallace et Gromit. Et en fait, c'est l'histoire de poules qui sont élevées pour être évidemment, alors pour pondre d'abord, pour être zigouillées ensuite, mais elles ne savent pas quel sera leur avenir. Elles ne peuvent pas savoir quel est leur avenir. Elles pensent qu'elles sont à l'hôtel. Elles pensent que les fermiers sont des gens très très gentils qui les nourrissent pour le plaisir. Elles pensent être des animaux de compagnie. Bon, c'est effectivement pas ça qui les attend. Alors, Alan Chalmers, qu'est-ce que la science ? Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dinde, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9 heures du matin. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire là. Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dinde, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9 heures du matin. Toutefois, une dinde, c'est une histoire. C'est comme Chicken Run. Ça n'existe pas vraiment. Toutefois, en bonne inductiviste. Alors, l'induction, j'en parle dans mon cours sur les controverses scientifiques. Donc, je vais réexpliquer ce que c'est. Toutefois, en bonne inductiviste, elle ne s'empressa pas d'en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d'avoir observé de nombreuses fois qu'elle était nourrie à 9 heures du matin, et elle accueillit ces observations dans des circonstances fort différentes, les mercredis et les jeudis, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d'observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite, et elle recourut à une inférence inductive pour conclure « Je suis toujours nourrie à 9 heures du matin ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir,
on lui trancha le cou. Alors que raconte cette petite parabole sur l'induction? La parabole de la dinde inductiviste. Elle raconte en fait le phénomène psychologique suivant. Pour formuler des règles générales dans notre vie, ce que nous faisons la plupart du temps, c'est que nous procédons par induction. Qu'est-ce que c'est que l'induction? L'induction est un raisonnement qui consiste à partir de cas particuliers fréquents pour en tirer une règle générale. Par exemple, l'année dernière, en terminale littéraire, j'avais un élève qui arrivait systématiquement avec 5 minutes de retard, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, je me suis dit, tiens, il y a de bonnes chances qu'il arrive à nouveau en retard. Et plus son retard se répétait, plus je tenais cette induction pour certaine. On ne peut pas s'empêcher de raisonner comme cela. L'esprit humain est ainsi fait. Nous partons de cas particuliers, fréquents, pour formuler ce que nous appelons des vérités générales. Les vérités générales, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des vérités qui se vérifient la plupart du temps. Est-ce que c'est raisonnable? Est-il raisonnable de raisonner ainsi? D'après ce que dit Chalmers, est-ce que c'est raisonnable? Bah oui et non. C'est-à-dire que il n'est pas raisonnable à chaque fois qu'on vit un nouvel événement, de tout remettre en question. On est bien obligé de juger de l'avenir à partir du passé. Je ne sais pas si un jour vous boursicoterez, vous jouerez en bourse, mais globalement, quand une action est en train de monter, c'est pas le moment de vendre. Bah, sauf si on sait. Si vous le savez, c'est que vous êtes dans l'illégalité normalement. Mais c'est pas le moment de vendre. C'est-à-dire que on se rapporte rationnellement à l'avenir en se disant ce qui se répète souvent se répète toujours. Sauf que parfois, hein, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un loan shark, je crois, ou quelque chose comme ça. Parfois, il y a un événement unique qui défie toutes les prédictions et qui vous tue. Hein. Dans le cas de la dinde, qui vous tue physiquement. Dans le cas, par exemple, de la crise financière de 2008, vous avez vu ça en écho? Je vous recommande de voir un film qui s'appelle The Big Short. The Big Short, c'est sur la crise financière de 2008. En gros, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Il y a un marché sur lequel vous êtes à peu près certain de faire de la plus-value, c'est le marché immobilier. Alors, sauf évidemment dans les pays en guerre et Châteauroux. Mais normalement, quand vous achetez un bien immobilier dans un pays en paix, vous êtes à peu près certain de le revendre plus cher que vous ne l'avez acheté. C'est vrai, sauf à 2 moments de l'histoire du XXe siècle, 1929, 2008. C'est-à-dire que 20e et 21e siècle, effectivement. Mais en gros, en l'espace d'un siècle, il y a 2 crises du marché immobilier qui se sont produites en 1929 et en 2008. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui avaient réussi à prédire la crise de 2008, qui ont racheté toutes les dettes de ceux
qui détenaient les hypothèques sur le marché immobilier américain et qui ont fait des milliards grâce à ça. Parce qu'ils ont pu racheter leurs dettes très peu chères. Ils sont devenus, hein, si vous voulez, il y en a qui ont fait le PIB du Zaïre en l'espace de quelques semaines. Un truc énorme. Un truc énorme. Il y a des milliards qui se sont évaporés, mais il y en a qui se sont retrouvés dans la poche de quelques-uns qui avaient été capables de voir ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prédit l'avenir à la lumière du passé, effectivement, on s'expose à un grand danger. Un fait historique assez marrant. Les Mongols ont pris possession de la Chine à un moment très particulier de l'histoire de la Chine, quand ils ont construit la Grande Muraille, quand les Chinois ont construit la Grande Muraille. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire les invasions mongoles s'arrêtent à partir du moment où ils construisent la Grande Muraille. Les Chinois regardent par où passent les raids mongols la plupart du temps et ils se disent tiens, ils font comme les Français avec la ligne Maginot, tiens, on va construire un mur là par où ils passent. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Mongols quand ils ont vu ça? Premièrement, ils se sont fâchés et deuxièmement, ils ont suivi le mur, ils ont suivi le mur, ils ont suivi le mur. Ah, à un moment le mur s'arrête, bah, ils ont fait le tour et ils sont arrivés par là où personne ne les attendait. C'était sûr. Les Chinois, ils se sont dit, ce qui se produit 100 fois par an va se produire une 101e fois, donc on va faire en sorte que ça ne se produise plus. Sauf que, effectivement, les Mongols ne sont pas venus la première année. La deuxième année, ils ont fait le tour et ils ont pris possession de Beijing. Ils ont pris possession de Pékin. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que, d'un côté, à partir du moment où nous faisons face à un avenir qui est contingent, que nous ne pouvons pas connaître avec certitude, nous devons faire preuve de prudence et donc nous rapporter à l'avenir sur le mode de la probabilité. Il serait donc raisonnable de croire. La croyance et la prudence ne s'excluent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé du poker à la télévision, mais en fonction de la main que les joueurs ont, on peut déterminer leur chance de remporter la partie. Exactement, il y a des pourcentages. Les pourcentages, exactement. Et en fonction des cartes qui ont déjà été abattues. Mais les pourcentages nous poussent à croire qu'un joueur a plus de chances de gagner qu'un autre, mais c'est absolument pas une certitude. D'un autre côté, en effet, d'un autre côté, parce que la croyance ne repose sur aucun fondement empirique, c'est-à-dire aucun constat possible dans l'expérience, ni sur aucun principe rationnel, est nécessaire
ni sur aucun principe rationnel et nécessaire. La croyance peut s'apparenter à un pari dangereux. Alors, il y a toute une partie de ce sujet qu'on a déjà traité dans le cours, je crois que c'était le deuxième, je suis certain que c'était le deuxième cours de l'année, dans le cours sur l'action, et le cours s'intitulait Peut-on savoir ce qu'il faut faire? Je vous renvoie en particulier à Réflexion sur une révolution de France d'Edmund Burke. C'est un texte dans lequel Burke va dire la chose suivante: on aime nos préjugés comme on aime notre banque. Plus les préjugés sont anciens, plus on va avoir confiance en eux. Plus ils sont répandus, plus on va avoir confiance en eux. Et les révolutionnaires, j'aimerais bien que ça ne soit pas le salon de thé au fond de la classe, les révolutionnaires sont précisément des gens qui sont hyper rationnels, qui remettent toutes leurs idées en cause à chaque nouvel événement et qui vont donc hésiter en temps de crise alors qu'il faut réagir en temps de crise, qui vont changer de principe comme ils changent de chemise et donc ils vont être hésitants. Et en plus de cela, comme ils sont persuadés d'avoir raison, ils vont être violents. Et ça va effectivement se vérifier dans l'histoire de la Révolution française: instabilité des régimes, violence évidemment à l'encontre des opposants, et impérialisme, on va dire, des idées de la Révolution dans le projet napoléonien d'extension de la France, d'extension territoriale de la France, et dans le projet impérialiste colonial dès les années 1830 en Algérie, puis en Indochine et en Afrique. Donc, il y a toute une partie pratique, on va dire, du sujet que vous pouvez traiter avec Aristote et avec Edmund Burke. Je voudrais arriver à la dimension religieuse qu'on a relativement peu abordée au cours de l'année et qui, à part dans le texte de Wittgenstein sur le rituel magique, mais je voudrais aborder un texte de Blaise Pascal qui s'intitule Dans les pensées, le pari de Pascal. Alors, Pascal demande à ceux à qui il s'adresse, qui sont ses amis libertins au XVIIIe siècle, pardon, au XVIIe siècle. Le libertinage, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est Don Juan en fait qui a donné sa connotation sexuelle au libertinage. Un libertin, c'est d'abord un athée. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui va donc s'émanciper des conventions morales et sociales de la société chrétienne, catholique la plupart du temps. Et l'autre caractéristique du libertin, c'est qu'il est bon en maths. Souvent, les milieux libertins sont les milieux les plus avancés scientifiquement de la société. En particulier en Italie, vous allez avoir un type qui s'appelle Gassendi. Donc, le pari de Pascal, c'est un texte dans lequel Pascal essaie de convaincre ses amis libertins. Pascal est chrétien, il est même plus que chrétien, il est janséniste, c'est-à-dire que c'est un catholique très rigoriste. Pascal va essayer de convaincre ses amis libertins de croire en Dieu,
Et pour y arriver, il va s'adresser, il va tenir le langage des libertins aux libertins, c'est-à-dire le langage du jeu. Est-ce que tu parierais sur l'existence de Dieu? Et si oui, tu serais prêt à miser combien? Alors, Pascal va dire, il y a deux possibilités. C'est ça qui est intéressant. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est... En fait, il peut y avoir que deux possibilités. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. N'existe pas. L'existence de Dieu, c'est comme le fait d'être enceinte, c'est soit oui, soit non, c'est pas un peu. Okay. Dieu n'existe pas un peu et une femme n'est pas un peu enceinte. C'est soit c'est le cas, soit c'est pas le cas. La question est de savoir, non pas, c'est ça qui est important. La question, Jonathan, la question est non pas de savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas, mais de savoir si on a intérêt à parier sur l'existence de Dieu ou sur son inexistence. Il faut bien comprendre le contexte du pari. Pascal ne dit pas qu'il va démontrer l'existence de Dieu, il propose un jeu. Et ce jeu prend la forme d'un pari, et il dit qu'on ne peut pas déterminer par la raison si Dieu existe ou s'il n'existe pas. En revanche, il peut être raisonnable ou non de parier sur l'existence de Dieu. La question est alors de savoir ce qu'on gagne si on parie que Dieu existe, ce qu'on gagne si on parie qu'il n'existe pas. Et à chaque fois, il y a deux possibilités. Si, on va commencer par l'inexistence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, et que je parie que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que je gagne? Rien. Si je parie que Dieu n'existe pas et qu'il existe, qu'est-ce que je gagne? Non. Si je fais toute ma vie comme si Dieu n'existe pas et qu'il existe, d'après à peu près toutes les religions, je gagne l'enfer, effectivement. Si je parie que Dieu existe et qu'il existe, et je me comporte toute ma vie comme s'il existait, paradis. Et si je parie que Dieu existe et qu'il n'existe pas, qu'est-ce que je gagne? Rien. Donc, il vaut mieux, on a intérêt, en fait, raisonnablement, on a intérêt à faire le pari qu'il existe, parce que, au pire, si on perd, on ne perd rien, et si on gagne tout, alors que si on fait le pari inverse, si on parie que Dieu n'existe pas et qu'on perd, et qu'il existe, on perd tout, on gagne l'enfer, et si on a tort, ben on gagne rien. Donc, ici, la perte est nulle, le gain, c'est tout. Ici, le gain est nul, et la perte, c'est tout. Donc, on a intérêt à maximiser
nos gains et à minimiser nos pertes. C'est à ça que s'exercent les joueurs. Minimiser les pertes, maximiser les gains. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucun joueur qui va raisonnablement miser un gros paquet de fric quand la cote est faible. Parce qu'ils vont rien gagner, ils vont pas gagner grand-chose. Oui, mais ça sert à rien de miser gros. Ou alors il faut vraiment miser très très gros. Et là encore, enfin, si la cote est faible, ça sert à rien. Vaut mieux peu miser avec une bonne cote. Parce que vous perdez pas grand-chose si vous perdez, et vous gagnez beaucoup si vous gagnez. Pas rationnel, raisonnable. Raisonnable. C'est plus prudent. On a plus d'intérêt à agir comme ça qu'à agir autrement. Rationnel, on va voir ce que c'est. Première remarque, est-ce que ça c'est la foi? Est-ce que Dieu serait vraiment content, à votre avis, si vous étiez lui, qu'on parie son existence sur un coup de dé? Est-ce que Dieu serait vraiment content qu'on croit en lui parce qu'on a intérêt à croire en lui? Non plus. Donc la première remarque, ici, c'est qu'on peut très bien avoir une croyance religieuse, c'est là où je voulais en venir, on peut très bien avoir une croyance religieuse, croire en l'existence de Dieu, pratiquer des dogmes, et ne pas avoir la foi. La croyance et la foi sont deux phénomènes distincts. On peut rattacher la croyance à un comportement raisonnable, fondé sur l'intérêt. La foi, en revanche, est non seulement irrationnelle, enfin on va se le demander, mais aveugle, risquée. Je crois en Dieu sans calcul d'intérêt. C'est ça la foi. Je crois en Dieu pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais par un acte pur de la volonté. Et donc c'est très différent d'avoir une croyance fondée sur l'intérêt et d'avoir la foi. Alors, quelle serait une voie rationnelle permettant d'établir l'existence de Dieu? Ce serait une démonstration. Et la question qui se pose, c'est, peut-on démontrer l'existence de Dieu? Alors, ça va être un sujet de vive friction au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Pourquoi? Précisément parce que si on démontre l'existence de Dieu, on tue la foi. On tue la foi. La foi qui est un acte pur de la volonté, qui est un engagement personnel du croyant, sans garantie, s'oppose à toute forme de démonstration de l'existence de Dieu. Un des philosophes, peut-être le philosophe, à avoir proposé une démonstration a priori de l'existence de Dieu, le plus célèbre d'entre eux, c'est Descartes. Descartes, dans la 4e méditation métaphysique. C'est ce qu'on appelle l'argument ontologique. Cet argument repose sur ce qu'on appelle un syllogisme, c'est-à-dire on part d'une règle générale pour arriver à une conclusion particulière. Quelle est la démonstration de l'existence de Dieu que donne Descartes dans la 4e méditation? J'appelle Dieu, notez-la, vous allez voir, c'est rigolo. J'appelle Dieu un être absolument parfait, donc qui contient toutes les perfections. Or,
l'existence est une perfection. Donc Dieu existe. Alors, c'est ce qu'on appelle un argument ontologique, parce qu'on passe du concept de Dieu, j'appelle Dieu un être qui est absolument parfait, à l'existence de Dieu. Ontologique, ontos, ça veut dire, enfin, ça renvoie à l'idée d'être en grec, logos à l'idée de règle ou de pensée. La question est de savoir si on peut ainsi démontrer l'existence de Dieu ou si on a démontré quelque chose ici. Si Descartes a démontré quelque chose ici. Autrement dit, est-ce que l'argument ontologique est valide? Et la réponse qu'on peut donner raisonnablement, et même rationnellement, je pense, c'est que non. L'argument ontologique n'est pas valide. Prenez le concept de triangle. Un triangle. Prenez l'idée de triangle. Est-ce que ça change quoi que ce soit au concept du triangle qu'il existe un triangle dans la réalité? Autrement dit, si on effaçait tous les triangles sur Terre, est-ce que ça changerait quoi que ce soit à l'idée de triangle, au concept de triangle? On pourrait avoir en nous l'idée de triangle. Est-ce que on a besoin de dessiner un triangle pour avoir en nous l'idée de triangle? Non. Quand vous lisez un roman et que vous entendez parler d'1 million d'euros, est-ce que oui, et surtout, ça change rien. Vous n'avez pas effectivement besoin d'avoir ça en face de vous pour comprendre ce que c'est. Ok. Un philosophe que vous connaissez qui s'appelle Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, va dire il n'y a aucune différence du point de vue du concept entre 100 thalers, le thaler était la monnaie de la Prusse à l'époque, entre 100 thalers réels et 100 thalers possibles. Il n'y a aucune différence du point de vue du concept que j'ai d'Ulysse ou d'Achille, si Ulysse et Achille a vraiment existé ou pas. On s'en fout d'une certaine manière, ça sera la même idée, ça sera la même représentation. En revanche, ça fait une grande différence si ces 100 thalers sont dans ma poche ou dans ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'existence ne peut pas être un concept, c'est la réalité de la chose même. Donc je ne pourrai jamais démontrer l'existence de quelque chose à partir de l'idée que j'en ai. C'est pas parce que j'ai en moi l'idée du paradis que le paradis existe. Ce n'est pas parce que j'ai en moi l'idée d'une licorne que cette licorne existe. C'est pas parce que j'ai en moi l'idée de Dieu que Dieu existe. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous libère. Demain, on voit l'articulation entre raison, morale et religion, exactement.
pour demain, ça va pas me prendre plus de 20 minutes. Pour demain, j'aimerais bien que vous me trouviez un thème et même un sujet sur lequel vous voulez qu'on bosse. Donc chacun réfléchit au moins à une notion sur laquelle il veut travailler et un sujet.